Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble des céréales, une thématique qu'on a beaucoup travaillé ensemble et qu'on reprend aussi d'ailleurs beaucoup dans le cadre de notre formation et voilà, qui est un sujet vraiment très d'actualité parce qu'on nous dit d'en manger toujours plus et pour autant, comme on va le voir, c'est probablement un des aliments les plus dangereux en réalité. Mais du coup, déjà, qu'est-ce qu'on appelle vraiment céréales ? Alors les céréales sont des plantes qui font partie des féculents et ce sont des plantes que l'on cultive pour leurs graines. Et c'est en fait leurs graines que l'on récolte pour les consommer. Alors les céréales sont utilisées en alimentation humaine et animale. Elles sont souvent raffinées sous forme de farine, parfois utilisées complètes et aussi en grains entiers. De façon pratico-pratique, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour illustrer des exemples de céréales ? Alors oui, les exemples, on les connaît tous, mais c'est par exemple le maïs, le riz, le blé, le sorgho, le mil, l'orge, l'avoine, etc. Il y en a pas mal en fait, toutes ces plantes dont on récolte les graines pour faire de la farine en général. Alors justement, il y a d'autres plantes qui contiennent de l'amidon, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle des féculents. Les féculents, c'est des végétaux qui sont bourrés d'amidon, donc de glucides, et parmi lesquels il y a par exemple le quinoa, les légumineuses, etc. Peut-on dire que tous les féculents sont des céréales ? Non, bien sûr, tous les féculents ne sont pas des céréales. Nous, dans notre alimentation traditionnelle en Europe, on a la pomme de terre qui est un féculent très important et qui est largement consommé. Ça, c'est pas du tout une céréale. Ensuite, on peut parler des légumineuses avec les pois chiches, les fèves, qui elles aussi sont des féculents mais pas des céréales. Et puis, on pourra citer d'autres végétaux riches en amidon comme les châtaignes et les marrons, qui ne sont pas non plus des céréales. Alors si on reprend un petit peu l'historique, comme on aime bien le faire chez Sequoia Santé au niveau paléoanthropologique, alors déjà dans une paléoanthropologie récente quand même, puisqu'on va juste chez les Égyptiens, et les Égyptiens faisaient partie des cultures, des rares cultures en fait à l'époque qui, on va dire un peu avant l'Antiquité ou au moment de l'Antiquité, consommaient, semble-t-il, de grandes quantités de céréales. Et on a retrouvé d'ailleurs dans les momies, alors pas seulement mais notamment dans les momies, on a retrouvé tout un tas de signes de maladies, dont des stigmates de diabète par exemple, des plaies qui faisaient vraiment pied diabétique assez typiques. Alors c'est le cas, si je ne me trompe pas, c'est Néfertiti, mais enfin il y avait plusieurs rois ou reines égyptiens qui avaient ce genre de lésions, un certain nombre de cancers. Voilà, bon, on a retrouvé un petit peu tout ça en Égypte. Alors que dans d'autres civilisations pour lesquelles on n'a pas forcément de momies, mais en tout cas des moyens de retrouver s'il existait certaines maladies, de près ou de loin, on n'a pas tout à fait les mêmes constats. En réalité, depuis quand consomme-t-on vraiment des céréales en fait ? Alors, l'humanité a commencé à en consommer à plus ou moins grande échelle à partir du néolithique, et donc dans le bassin de la Mésopotamie. Donc c'était environ il y a 10 000 ans, et donc comme tu l'as dit, l'Égypte est juste accolée à la Mésopotamie. C'est l'endroit où l'agriculture s'est développée le plus rapidement au départ. Après, elle s'est rapidement étendue dans le reste de l'Eurasie. Mais on peut retracer ça à peu près 10 000 ans avant notre ère. Alors dans la plupart des populations, c'était dans des proportions assez faibles au début. Donc il y avait toujours l'alimentation traditionnelle, de chasse, de cueillette, de pêche qui cohabitaient avec une partie des terres, souvent les plus fertiles, qui étaient consacrées à l'agriculture des céréales. Donc pendant longtemps, il y avait une consommation de céréales qui commençait à apparaître chez Homo sapiens, mais qui restait quand même dans des proportions assez faibles, surtout par rapport à ce qu'on peut manger aujourd'hui. Je dirais que plus récemment, c'est vraiment la mécanisation de l'agriculture avec l'apparition du tracteur et de toutes les machines agricoles qui a permis d'avoir des rendements et des productions énormes, et donc avec des quantités de céréales qui n'avaient jamais été vues auparavant dans l'histoire de l'humanité arriver sur le marché. Et donc des prix en baisse et donc des possibilités de réaliser énormément de produits, d'en vendre beaucoup pour beaucoup moins cher. Donc c'est vraiment, moi je pense, la mécanisation de l'agriculture qui a fait exploser cette consommation de céréales. Alors, on le sait, un tracteur,
Ça fait à peu près le travail, en termes de force, c'est le travail de entre 50 et 100 hommes, un tracteur. Donc le jour où les tracteurs sont arrivés dans les champs, ça a complètement révolutionné les choses. Et les rendements ont explosé. Et puis bon, maintenant je ne vous parle même pas de ce qu'on peut avoir avec tout ce qui est engrais, pesticides, OGM, machines spécialisées. La production aujourd'hui est très très facile et très rentable. Et d'autant plus rentable d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, que les gouvernements des pays occidentaux ont longtemps et continuent pour la plupart de le faire, subventionné directement, donc sont intervenus directement dans la production même de céréales pour en faire la promotion. Hein. Et c'est ainsi que les céréales sont, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, le produit le moins cher à faire, parce que non seulement déjà c'est pas cher en soi avec tout ce que tu as décrit, et en plus il y a des subventions derrière. Donc c'est par ces biais-là qu'on sait qu'il y a des bénéfices de l'ordre de à peu près 700% dans un certain nombre de productions. Enfin, c'est du jamais vu dans notre alimentation aujourd'hui, et en tout cas quand on voit des petits maraîchers ou des petits éleveurs, ben, on se dit qu'ils sont loin de pouvoir concurrencer ces énormes organisations céréalières. C'est vrai que souvent les gouvernements considèrent leur agriculture comme un secteur stratégique et donc ils le subventionnent pour lui permettre de se développer et pour être sûr qu'il reste productif sur leur territoire. Donc il y a ça en plus. C'est ça. Et du coup, ça oriente complètement le type d'agriculture, parce qu'évidemment, s'il a été décidé, alors, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, peu importe, s'il a été décidé qu'on devait manger et produire tel produit, ben évidemment, c'est difficile de faire autrement, et toute la diversité de production va en pâtir sévèrement, c'est très clair, c'est ce qu'on observe depuis plus de 50 ans de toute façon. Alors, de façon pratique, sous quelle forme mange-t-on ces fameuses céréales ? Alors, ces fameuses céréales, on les mange parfois sous forme raffinée, mais on va dire assez peu raffinée, bien qu'il y a quand même des étapes importantes, hein, mais on pourra parler du riz et du boulgour, par exemple, où on voit quand même la forme de la céréale de départ, elle n'a pas été réduite en poudre. Et puis ces céréales, on les mange surtout en forme ultra transformée, ça veut dire qu'elles ont été réduites sous forme de poudre blanche. Et oui, de la farine. Donc la farine, c'est le prototype de l'aliment hyper transformé. Vous pouvez difficilement aller au-delà de la farine. Alors après, cette farine, elle peut être utilisée pour faire des choses diverses et variées. On va en citer quelques exemples. Tout d'abord, le pain, qui est l'aliment hyper transformé le plus ancien et le plus traditionnel. Donc souvent, quand on mange du pain, on a l'impression de manger quelque chose de vrai, de traditionnel. En fait, c'est rien de plus que de la farine qui a été réduite en poudre avec de l'eau, du levain et puis qui a été cuite. Donc c'est un aliment qui reste quand même très très transformé. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin avec les semoules, les pâtes et les nouilles. Donc là, on va prendre de la farine de céréales et puis on va la mettre sous différentes formes que l'on va pouvoir ensuite préparer à la maison pour les consommer avec des plats. Donc ça va permettre de prendre cette farine, de la transformer en nouilles, en pâtes, et puis ensuite de mettre ces nouilles et ces pâtes avec, par exemple, de la viande ou autre chose. Donc on va pouvoir manger de la farine un peu avec n'importe quoi. Enfin, c'est le même principe que le pain d'ailleurs. Ensuite, ces farines, on peut les associer avec des graisses et des sucres pour faire des viennoiseries, des gâteaux, et tout un tas de barres chocolatées et autres choses sucrées qui rendent les enfants obèses et qui leur donnent des caries. Ces céréales, elles peuvent aussi être écrasées, cuites, caramélisées. On peut leur ajouter des sucres, des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût pour en faire des cornflakes. Alors les cornflakes, à ce titre, c'est une des pires inventions de l'histoire de l'humanité. On peut difficilement imaginer pire. Donc on prend la céréale qui en soi est un aliment assez toxique chez Homo sapiens. Et puis on va faire tout ce qu'on peut pour la rendre la plus toxique possible et la plus addictogène possible. Donc caramélisé, sucre, colorant. Après, seule la créativité humaine trouve des limites pour ce que l'on peut faire avec les cornflakes. Et puis ensuite, les farines peuvent être utilisées dans différentes préparations industrielles. Donc par exemple pour épaissir les sauces, c'est fait de manière très classique. Dans les préparations à base de viande, comme les saucisses, on va mettre un petit peu de farine pour que ce soit un peu plus gros, pour que ça fasse sécréter plus d'insuline, pour qu'on ait plus envie d'y retourner.
Donc pour pas mal de viande industrielle de mauvaise qualité, souvent il y en a qui ajoutent un petit peu. Donc comme vous le voyez, les céréales, quand c'est sous forme de poudre, après, seule l'imagination humaine est la limite de ce que l'on peut en faire. Très bien. Et visiblement, on a de l'imagination. Et pourtant, ces bonnes céréales dont on nous vante les vertus, alors au début, pas forcément complètes, puis maintenant de plus en plus complètes, il faudrait en manger énormément, la fameuse pyramide alimentaire. Bon, parlant de pyramide, on a dit ce que ça avait provoqué chez les Égyptiens. Hein. Bref, et pour revenir à notre pyramide alimentaire, et pour autant, il y a un certain nombre de toxicités des céréales. Quand on voit qu'on les donne aux animaux pour les engraisser, finalement, hein, un porc qui peut tout à fait manger de la viande, et qui d'ailleurs mange normalement sous différentes formes, qui mange aussi différents types de végétaux, des glands bien sûr, mais pas seulement, il n'y en a pas toute l'année des glands, et donc ce qu'on peut voir notamment chez les sangliers, et qu'on va engraisser avec de la pomme de terre ou du grain, ou des volailles ou des canards par exemple, parmi les volailles qu'on va engraisser avec du grain justement pour faire le fameux foie gras, hein, le foie stéatosé. Bon, quand on voit ces conséquences chez l'animal, on se dit que chez l'homme, ça ne doit pas être quand même si génial que ça. Est-ce que tu peux nous aborder un peu les conséquences de la consommation de céréales chez Homo sapiens? Oui, alors en général, les céréales, plus elles sont transformées et raffinées, pire sont les conséquences pour la santé humaine. Donc on va en énumérer quelques-unes. Alors tout d'abord, évidemment, les caries. Hein. Donc ce sont des glucides qui vont coller aux dents, et puis ces glucides collés aux dents, ils sont transformés par les bactéries de la plaque dentaire en acide qui attaque l'émail des dents. Et cet acide bactérien qui attaque l'émail, il va finir par créer un canal qui va passer de la dent jusqu'à la circulation sanguine, et ce canal va permettre l'entrée des bactéries de la bouche directement dans la circulation sanguine, sans passer par la case muqueuse avec protection par des globules blancs et immunité. Donc c'est vraiment un point d'entrée infection qui est gravissime. Hein. D'ailleurs, on voit régulièrement des infections gravissimes comme des endocardites, des spondylodycites, des infections sur prothèses aussi, qui avaient un point d'entrée dentaire à partir d'une carie. Et encore, là, on ne parle même pas des subinfections chroniques, c'est-à-dire des bactéries moins virulentes qui viennent de façon très chronique et qu'on retrouve dans le cerveau, des bactéries de la gencive qu'on retrouve dans le cerveau de certains patients atteints de maladie d'Alzheimer. Hein. Non, là, je voulais vraiment parler des infections qui tuent rapidement. Mais bon, c'était juste pour que les choses soient très claires, hein, qu'il y a un certain nombre de ces infections qui tuent rapidement rentrent par les caries. Ensuite, on peut parler des carences en vitamines et en minéraux. Donc les céréales ne sont pas du tout des aliments qui sont complets à ce niveau-là pour Homo sapiens. Donc une alimentation basée sur les céréales va être extrêmement carencée. On peut également parler de la surcharge en fer. Donc pour faire grandir des céréales, pour que les rendements soient importants, il faut que les sols soient riches en fer. Donc souvent dans les engrais, on peut enrichir les engrais en fer pour que les céréales poussent vite et bien, et elles s'en chargent de ce fer. En les consommant, ça peut faire des quantités d'apport de fer très importants, avec des maladies qui peuvent être conséquences de ces apports massifs en fer. Et qui dit fer dit d'autres métaux, on peut parler du cuivre par exemple, qu'on a tendance à avoir en excès aujourd'hui, parce qu'on en met massivement sur les végétaux, et les céréales ne font pas exception, au contraire c'est même une des plantes où on en met le plus. Et le problème, c'est qu'il y a des compétitions au niveau de l'absorption avec le zinc, et pareil, des compétitions au niveau de l'utilisation. Et un des ratios intéressants, c'est le ratio cuivre sur zinc, qui aujourd'hui est largement en faveur du cuivre, alors qu'il devrait être à peu près de 1 pour 1. Et donc voilà, c'est vraiment une source d'intoxication chronique en cuivre. Ensuite, on peut parler des carences en oméga 3 et des surcharges en oméga 6. Donc vous savez que dans l'organisme, chez Homo sapiens, il y a normalement un équilibre qui se fait entre l'absorption de certains acides gras qu'on dit essentiels, les oméga 3 et les oméga 6, qui doivent être à peu près absorbés dans des quantités égales. Et l'alimentation moderne d'Homo sapiens a complètement déséquilibré ça. Donc les oméga 3 sont les acides gras essentiels que l'on trouve essentiellement dans les produits d'origine animale, et les oméga 6 sont les acides gras essentiels que l'on trouve essentiellement dans les acides gras d'origine végétale. Et donc l'alimentation riche en céréales a énormément augmenté l'absorption des oméga 6, qui dans le corps, elles ont un rôle pro-inflammatoire. Hein. Donc quand elles sont en excès dans l'organisme, ça va entraîner différents problèmes qu'on ne va pas détailler dans cette vidéo parce qu'on en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Mais en tout cas, c'est une des conséquences de la surconsommation de céréales.
Et ensuite, cette consommation de céréales, ça va aussi entraîner une consommation de glucides importante parce que comme on l'a dit, les céréales sont des féculents et les féculents, ce sont des aliments riches en glucides. Et donc ces apports massifs de glucides dus à une alimentation riche en céréales, ça va entraîner un hyperinsulinisme. Et donc cet hyperinsulinisme, il est responsable des diverses maladies que l'on connaît, comme l'obésité abdominale qui signe aussi l'accumulation de graisse dans les viscères, notamment au niveau du foie et du pancréas, qui sera elle-même plus tard responsable du diabète de type 2. On va parler de l'obésité aussi, du syndrome des ovaires polykystiques, de nombreux troubles endocriniens qui résultent de près ou de loin de l'hyperinsulinisme. Les conséquences de l'hyperinsulinisme, elles sont très larges. Je pense qu'on a déjà fait des vidéos dessus pour rentrer plus en détail dans le sujet. On pourra aussi citer les cancers, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. La liste est longue. La liste est longue, oui. Et puis donc comme je l'avais dit tout à l'heure en résultat de l'hyperinsulinisme, mais une des conséquences, c'est aussi le stockage de graisse corporelle et notamment abdominale avec l'épidémie d'obésité que l'on constate aujourd'hui, dans laquelle les céréales ont probablement un rôle très important. Bon, si vous avez toujours envie de manger des céréales, après tout ça. Alors en pratique, combien de céréales mange-t-on? C'est-à-dire par rapport à, alors même si on n'aime pas trop parler en calories, en énergie, on va dire, dans notre ration alimentaire, combien est-ce que les céréales représentent au XXIe siècle? Au XXIe siècle, en Occident, on est à peu près à 45%, donc 45% pour quelque chose qui normalement devrait être aux alentours de 0% chez Homo sapiens. Si on se rapporte à l'environnement dans lequel Homo sapiens a été créé, a évolué pendant des dizaines de milliers d'années. Donc voilà, passage de 0% à 45% de l'alimentation. Y a-t-il des conséquences? Sans doute, à vous d'en juger. Et puis j'espère que nos explications vous ont éclairci quelques points. Oui, je pense que c'est très clair. Merci Victor pour cette mise au point. Et donc, juste pour conclure, effectivement, on nous recommande d'en manger, d'avoir aujourd'hui un apport de glucides à hauteur de environ 55%. On n'en est pas loin, puisque déjà avec plus de 40%, 40-45% de glucides sous forme de céréales, sous forme de féculents de type céréalier. Alors si on rajoute les autres féculents, plus éventuellement les sucres, des fruits, etc., on est largement aux 55, voire 60, voire pour certains même 65% qui sont recommandés. Et oui, effectivement, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Alors même qu'on a fait ressortir des maladies ou créer certaines maladies qui étaient rarissimes il y a ne serait-ce qu'un demi-siècle de cela, qu'est-ce qu'on fait? On continue toujours plus de céréales et en fait on amplifie parfaitement ce problème-là. Et avec les épidémies dont tu as parlé, qui ont pour point commun cet hyperinsulinisme, que ce soit l'obésité, le diabète de type 2, certaines maladies cardiovasculaires, etc. Voilà. Bref, je crois que les choses sont à présent clarifiées. Alors juste un mot, il ne s'agit pas de faire le procès des agriculteurs de céréales dans ce podcast, absolument pas. Ici, s'il y a un procès que l'on fait, c'est bien sûr celui des représentants de la santé et qui, en l'occurrence, nous rendent malades par leurs décisions qu'ils nous imposent. Absolument pas du tout les producteurs qui, eux, ne sont, comme nous, que les agents d'un système qui est piloté donc, depuis l'Europe en général. Voilà, donc que les choses soient très claires. Merci Victor. Merci Boris. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à télécharger l'e-book qu'on a co-rédigé avec Victor et qui est offert et à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube en déclenchant la cloche de notification afin de ne rien rater. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un j'aime, le pouce vers le haut. Ça nous stimule à créer plus de contenu. Et puis d'ailleurs, merci d'interagir, de donner vos propres expériences sur ce sujet ou de nous interpeller en dessous de la vidéo pour qu'on aborde d'autres sujets. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine et prenez soin de vous. À bientôt et puis surtout prenez soin de vous.